Vous êtes sur Chaîne Potagère et Chaîne Potagère, c'est moi. Je vous avais fait une vidéo au milieu du mois d'avril vous expliquant mes 12 astuces du moment. Et devinez quoi? J'ai encore une demi-douzaine d'astuces pour vous aujourd'hui. En fait, c'est parce que j'ai encore eu énormément d'actualités qu'il faut que je vous parle. Et on va voir ça dans cette vidéo tout au long. Donc vous allez voir les astuces au fur et à mesure. Donc des astuces bien évidemment inédites, hein, vous connaissez à me connaître. Je suis pas là pour faire du rabâchage, voilà. C'est un peu l'état d'esprit de cette chaîne. Voilà, je vous laisse avec les images. Bienvenue sur Chaîne Potagère. Voilà, 5 mai 2025. Encore une fois, 2 nouvelles astuces pour vous. Voilà, il y a plein de choses. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée, 12 astuces. Nous sommes en mai. Et devinez quoi? Il y a encore plein d'actualités en fait. Énormément d'actualités qui se passent là au printemps. Je me dois de vous partager avec vous en fait ces actualités, toutes ces informations. Et pour moi-même d'ailleurs. Commençons tout de suite avec ces fèves, voilà. Vous avez un exemple de fève, donc là c'est la variété Sutton, donc c'est une variété anglaise. Et vous remarquez qu'elle est déjà en fleurs, pas très grande cette fève, c'est normal, c'est la génétique qui le veut. Vous remarquez une belle floraison, donc c'est tout à fait normal en fait pour la période. Nous sommes, je vous rappelle, au 5 mai 2025. Et ici en pleine terre, remarquez ces fèves qui ne sont pas encore en fleurs, donc vous voyez que il y a finalement un retard. Donc un retard de peu de jours, hein, pas beaucoup de jours, hein, ça ne fait que 2 jours qu'elles sont en fleurs, celle-là. Mais regardez, les fleurs vont pas tarder à arriver, mais c'est encore l'affaire de quelques jours. Donc vous voyez, au final, on perd du temps de récolte, on perd des rapidités de culture qu'on pourra planter derrière, donc du temps de saison. Et donc voilà, faut vraiment faire attention. Les plantes les mieux exposées, parce qu'en pot on est mieux exposé qu'en pleine terre. Donc au plus l'exposition est ensoleillée et sèche au printemps, je veux dire par là drainante, au plus vous aurez des cultures poussantes. Un autre exemple avec cette culture de pois que vous voyez juste là. Remarquez bien. Alors vous voyez, on a une espèce de descente. Voilà, au plus on va vers la droite, vous remarquez au plus les pois sont petits. Donc faites vraiment attention avec l'exposition et ne rigolez pas, hein, parce que là ici ils sont plus hauts car hop, voilà, la clôture fait que l'ombre est plus présente ici par rapport à ici. Faites vraiment attention les amis. Voilà, deuxième astuce, vous voyez ici une culture de choux pour la semence, donc bonne pollinisation de qualité. Voilà, on a des gousses, enfin des siliques qui sont en formation. Mais remarquez bien, en fait ce sont des choux de Bruxelles ici, et j'ai eu la fausse bonne idée de vouloir les couper à peu près à mi-hauteur pour me dire, bah voilà, j'aurai 2 fois moins de semences si je les coupe à mi-hauteur. Le problème est que, vous voyez ici, j'ai des plants qui pourrissent. Comme ici, là, je sais pas si vous le voyez bien, avec très peu de silique. Donc heureusement que j'en ai beaucoup, et heureusement que j'ai un pied que j'ai oublié ici, qui a d'ailleurs fait beaucoup plus de fleurs. Alors, vous le voyez pas à l'écran, c'est tellement grand. Enfin bref, tout ça pour souligner que ne taillez pas vos plantes pour faire des graines, hein, vraiment. Si vous aimez faire des graines comme moi, et je vous invite à en faire, et je vous répéterai jamais assez d'en faire, mais il faut faire vraiment attention en fait, parce que là on a des plantes très fragiles en plus. Vous voyez, par rapport au tronc, finalement ça peut casser. Donc faut faire vraiment attention. Ne taillez pas vos plantes, vos choux de Bruxelles, tout ça, c'est une fausse bonne idée. Laissez-les en entier, repiquez-les en racines nues dans un endroit propice, on va dire, à la multiplication des semences dans votre jardin. Et ne vous embêtez pas à vouloir tailler les plantes, à vouloir enlever, bah voilà, je me suis dit en plus, la plante faisait 90 cm de haut, je la coupe en deux, 45, parce que j'ai coupé les racines de moitié. Et bah vous voyez, ça cause quand même des problèmes, donc faites vraiment attention. On va dire que c'est pour toutes les plantes qui ont des gros troncs, et dont l'humidité peut se stocker ici, dans cette zone-là, vous voyez. Et donc ça crée vraiment beaucoup de dégâts. L'humidité peut vraiment venir à ce niveau-là et rester pendant longtemps, surtout si vous avez un printemps très humide. En fait, cette saison, j'ai eu beaucoup de chance parce que on a un printemps plutôt sec dans le nord. Et vous voyez quand même, ça n'a pas du tout aimé. Vous voyez là au fond, il y a carrément un trou. Donc faites vraiment attention. Et un autre truc que je voulais vous parler, vous voyez là j'ai commencé, alors je dis bien commencé, dans le nord de la France, à planter quelques courgettes, quelques courges en pleine terre sur bâche, dans les zones les plus exposées. Oui c'est ça, exposées. Mais je reste vigilant. Donc là vous voyez ici que je n'ai pas fait de courge en plantation en pleine terre parce que vous pouvez remarquer que à cet endroit-là il y a beaucoup plus d'ombre. On l'avait vu avec les pois qui sont à ce niveau-là. Bah en fait dans cette, on va dire dans ce hameau de 1 mètre, cette longueur de 1 mètre, on a beaucoup moins d'ensoleillement. Donc il faut faire vraiment attention avec l'ensoleillement. Il faut faire également attention avec les limaces en début de saison.
Ça c'est un vrai fléau. Alors vous voyez là, en live, hop là, on l'a stoppé. Alors ça, si je n'étais pas intervenu pour faire une vidéo, vous voyez, je pense que le plan, il serait parti. Alors, qui plus est, c'est une variété rare de courge que j'ai, enfin, une variété chère de courge que je mets à l'expérimentation. Donc ne rigolons pas avec le coût de la semence qui peut être très élevé. Et en parlant de semences, remarquez juste ici un jeune semis de maïs qui a été réalisé en pleine terre. Donc ce sont les lignes qui sont ici et qui sont ici, donc entre les laitues. Et vous remarquez qu'on a une semence beaucoup plus développée à gauche qui a déjà germé. À droite, nous n'en avons pas parce que la semence de gauche est de 2024 et la semence de droite de 2022. Donc c'est du maïs, il faut faire vraiment attention avec la qualité de la semence. Il ne faut pas rigoler avec cela. Voilà, faites vraiment attention avec la qualité de vos semences et également avec la qualité de votre terreau. Donc vous remarquez ici courgette. Donc ici vous remarquez courgette maison 5 avril et ici courgette maison du 30 mars. Donc à peu près la même date. Et vous le constatez, une vigueur et une beauté du plant finalement, bien plus intéressante à gauche, parce que ce sont des plantes qui ont été mises dans un terreau différent en fait de celui-ci. Vous remarquez d'ailleurs que là les cotylédones, ce qu'on appelle les premières feuilles, sont en train de jaunir, ce qui est un signe avancé d'un certain manque d'énergie. En fait la plante se dit, bah attends, j'ai encore un peu d'énergie là-dedans, donc je vais l'utiliser. Tandis que ces plantes ici bien ne se disent pas, oh bah il y a de l'énergie ici, je vais la restituer pour la mettre dans mes dernières feuilles. Alors vous remarquez, ça c'est un phénomène classique pour savoir parfaitement, enfin pour savoir si vous avez un mauvais terreau, vous prenez quelques graines d'une culture que vous faites vous-même. Par exemple là ici c'est des courgettes, donc des courgettes maison, de graines que j'ai faites moi-même l'année passée. Et ben vous faites le test, vous mettez plusieurs terreaux et vous mettez les mêmes graines. Et comme ça, vous aurez une information sur la qualité de votre terreau. Ça, vous voyez, c'est des astuces qu'on trouve pas sur Internet, que j'ai pas trouvé moi. C'est vraiment des astuces que j'ai à découverte avec le temps. Ça fait maintenant, donc depuis 2020 que je fais du jardin, même un peu avant, 2019. Donc, vous voyez, ça prend quand même du temps de trouver ces astuces-là qui sont toutes connes, mais qui servent vraiment et qui peuvent vraiment sauver une saison plutôt que de tout semer dans un terreau de piètre qualité, comme ici. On peut se dire, bah attends, on va faire le test et on va pouvoir semer dans de bonnes conditions. D'ailleurs, j'ai rectifié le tir, le terreau ici est différent et vous remarquez, même phénomène de croissance que sur ce terreau ici, les plantes bien vertes et de bonne qualité. Voilà. Maintenant, parlons un peu du purin d'ortie. Alors, j'en entends parler de tout et de n'importe quoi à ce sujet. Le purin d'ortie, ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux pour les plantes. Donc déjà, il y a des gens qui croient que le purin c'est toxique, chimique ou je sais pas quoi, ou que c'est des mauvaises fermentations. Pas du tout. C'est naturel et normal. Je vous rassure, les orties, en fait, il faut savoir que ça pousse dans les coteaux humides, dans les endroits humides. Ça n'a pas intérêt à pousser, au contraire, dans les sols caillouteux, dans les sols secs. Parce que justement, c'est une plante qui pompe l'humidité. Donc c'est une plante qui est déjà dans l'humidité. Donc dire qu'elle va mal se décomposer parce qu'il y a de l'humidité, c'est faux. Parce que naturellement, quand elle fait son cycle de vie, ensuite elle retombe dans l'eau qui est autour d'elle. Donc c'est un non-sens de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en plus de ça, certains disent que bon, le purin d'ortie est faiblement concentré dedans, mais en fait ça dépend franchement de la teneur en fait en ortie que vous mettez dedans. Bah, ça paraît logique que si vous mettez une feuille d'ortie pour 30 litres d'eau dans votre baril, vous aurez forcément beaucoup moins d'azote disponible que si vous mettez 10 kilos de feuilles et vous complétez le reste en eau. Vous voyez, c'est de la logique, c'est juste en fait c'est juste des maths, c'est un produit en croix là. Il y a pas, c'est une règle de 3 là. Il n'y a pas à faire de problème sur ça. Vous calculez la teneur en azote de 100 grammes d'ortie, vous voulez X grammes d'azote, vous faites une règle de 3 et puis voilà, vous avez votre dose et vous laissez fermenter ça pendant 2-3 semaines et puis vous aurez votre dose d'azote théorique. Donc ne vous embêtez pas avec ça. C'est vraiment des choses simples. Hein. Le jardin, c'est des choses simples. Il faut vraiment le concevoir. Alors, des choses simples parce qu'on le conçoit simplement. Je vous rassure, si vous commencez à vous pencher sur les micro détails, les micro réactions qui se passent dans la feuille de menthe là pour produire le menthol, l'odeur caractéristique de la menthe, ou alors le poids, pourquoi il fait les mécanismes physico-chimiques qui font que ces poils, vous savez, il y a des poils sur les pois qui sont le long de la tige, bah, les petites vrilles, voilà, c'est ça, les vrilles, bah, comment elles font pour sentir qu'il y a un support? Bah, bon, ça s'explique, mais enfin, c'est quand même compliqué. Bon,
un autre petit truc qui est compliqué également, c'est, donc vous voyez sur ce plan de chou là, il n'y a pas que du chou, hein, il y a également du navet pour faire de la semence, donc il y a tout type de brassicacées en pagaille. Vous voyez que c'est la fin de floraison, on est sur la fin de la floraison. On a déjà pollinisé une bonne partie, voire même une majorité en fait de tout ce que l'on doit polliniser. Là il nous reste qu'un petit 10% en fait, 10-15% du rendement final de semences. Et vous remarquez que l'on a une petite maladie à ce niveau-là. Hop là, je me décale, je m'incruste, vous voyez ici. En fait, c'est ce qu'on appelle le sclérotinia. C'est une maladie qui intervient dans les temps chauds et humides que l'on a en ce moment. On a eu des orages ce matin. Vous voyez les sclérotes, donc ce sont ça, donc des taches qui sont caractéristiques. En fait, c'est comme un mildiou. En fait, vous voyez, c'est le mildiou du chou un peu. Et bon, bah, ça permet, enfin, ça cause surtout des dégâts au niveau de la plante du chou, du navet, toutes ces familles-là. Et c'est un peu énervant parce que ça a tendance à persister plus de 8 ans dans la terre. Bon, après, si on a un sol vivant, est-ce que ça persiste dans le sol réellement? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, ça a tendance quand même à persister. Donc faites vraiment attention. En fait, c'est parce que c'est dû, si vous voyez bien, on a des petits pétales, voilà, qui tombent. En fait, ces petits pétales se chargent en humidité lorsqu'il pleut, et donc se chargent en eau, et vont sur le feuillage, donc vont se déposer comme ceci, donc sur le feuillage. Et en fait, ensuite, avec on va dire le film un peu humide et le contact avec la feuille de chou, bah, ça fait de la pourriture et ça crée des sclérotes. Et puis ça se multiplie, ça devient du sclérotinia. Donc voilà, faites vraiment attention. En termes de produits, pas vraiment un antifongique si vous en avez. Mais je peux pas trop vous donner de conseils parce que c'est la première année que je vois ça. Donc soyez vigilants et j'ai envie de dire espacez vos plants parce que peut-être que là c'est un peu trop dense. C'est vrai que c'est un peu dense. Donc voilà, je vous préviens, c'est un peu un scoop alerte maladie. Et encore une fois, ça c'est une maladie qu'on vous parle pas, hein. Moi je suis là, je suis bienveillant, je vais faire mes semences moi-même avec de grandes idées en tête. Mais si si on me parle pas de sclérotinia, bah moi comment je fais ensuite? Je suis là, je vois toute ma plante malade et puis je perds toute ma graine faite moi-même. Donc bon, est-ce que ça vaut réellement le coup? Sachant que j'ai d'autres plantes au fond là-bas, juste au fond là, et vous voyez qu'ils sont en ligne. Et ceux-là ils n'ont rien du tout. Donc ils sont bien plus ventilés dans une situation toujours ensoleillée comme les autres. Et bah ici il y a rien. Donc je sais pas. C'est un truc. Est-ce que vous en avez déjà vu de ça? En tout cas moi c'est vraiment des sclérotinia tout récents parce que j'en ai vu que là maintenant. Bah, donc, vous voyez, hein, c'est vraiment une drôle de maladie hein, tout ça. Les années passent et les maladies du jardinier ne s'effacent pas, on va dire. Même au contraire, ont tendance à s'augmenter. Pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer ici. Donc c'est un arbre fruitier, un poirier. Et vous voyez qu'en fait, donc la tige, donc il faut comprendre que c'est un arbre haute tige. Donc il y a le système racinaire, il y a ce qu'on appelle la greffe, donc la première greffe pour faire un tronc bien droit. Donc c'est jusqu'à 1,80 m. Et comme c'est un haute tige, on greffe à 1,80 m. La variété fruitière intéressante qui fait le troisième on va dire pilier de cet arbre, donc celle qui va faire la partie vers le haut. Donc en gros, la partie feuillue vers le haut, c'est la variété de poire que l'on aime bien. Ça c'est pour le beau tronc, donc la variété spéciale pour faire un beau tronc. Et puis on a les racines spéciales pour le porte-greffe, tout ça, qui sont dans la terre. En gros, pour simplifier. Remarquez que en gros, bah, là on a des feuilles. Vous voyez ici des feuilles qui se développent bien. Et on a environ donc des rameaux de 10 cm. Le problème c'est que l'on a, c'est que, alors, est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, là on le voit peut-être un peu mieux. Vous voyez en haut, j'ai pas du tout de feuilles qui se développent pareil. Donc vous aurez compris que cette partie-là est beaucoup moins vigoureuse que cette partie ici. Et c'est parce qu'en fait, si vous voulez, la partie là a été greffée. Comme vous le voyez ici, il y a le point de greffe, donc le point de greffe qui lie la partie plutôt tronc droit à la partie feuillue. Et vous remarquez que bah, la greffe elle est pas très belle, hein. Bon bah je sais pas, c'est la qualité du plan que j'ai à disposition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer la greffe par moi-même. C'est-à-dire que je vais venir là en automne-hiver, fin d'hiver plutôt, prélever un greffon, plein milieu de l'hiver, plein milieu de l'hiver. Ce que je vais faire, c'est qu'en plein milieu de l'hiver, je vais prélever un greffon de cette variété fruitière et je vais venir couper ici en même temps. Et au printemps, je viendrai faire une greffe ou en fente, ou une greffe à l'anglaise, ou une greffe en incrustation. Enfin, ce sera à déterminer au moment de la greffe. Et d'ailleurs, regardez un peu ça. J'étais en train de mettre un peu de ce que j'appelle le combo gagnant. C'est-à-dire que j'étais en train de mettre un peu d'anti-limaces. Bon, on va cacher la marque par souci de sécurité. Voilà, bon bref. Je ne suis pas payé. Anti-limaces. Donc
action de l'anti-limace combinée en plus à ce que j'appelle des analyses au moment où il pleut. Par exemple, là, je sais que cette zone-là, c'est une zone à risque. Et vous vous doutez bien que le jardinier est un être opportun. Et toutes ces laitues, là, que vous voyez, c'est 5 lignes de laitue à peu près. 5-6 lignes, parce qu'il y a aussi cette ligne-là. Ben, elles sont en fait très sous pression des ravageurs. En fait, il faut venir passer régulièrement, on va vérifier. Par exemple, là, vous voyez cette laitue-là, elle est un peu sortie de l'auberge. Et des petites laitues comme celle-ci, qui n'a d'ailleurs même pas survécu. Bon, bah, vous voyez, c'était un plan qui était là. Bon, il n'a pas survécu, tant pis. Les deux là aussi n'ont pas l'air d'avoir belle mine. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a des limaces qui sont présentes. Et donc, pour les prémunir, je mets des granulés bleus, les granulés magiques. Mais pour s'en débarrasser, sur le moment même, il faut venir les ramasser à la main et les éliminer en fait. Il n'y a pas le choix. Elles vont pas disparaître comme ça. Je vous rappelle encore une fois que l'action de l'anti-limace, c'est ce qu'on appelle du préventif. C'est-à-dire que ces granulés que j'ai mis ici n'auront pas une action directe instantanée sur les limaces. Ce sera au bout de 1 à 2 jours qu'il va commencer à y avoir un effet, on va dire, dépressif sur les limaces, c'est-à-dire que les limaces vont commencer, la population de limaces vont commencer à régresser, mais cependant, sur l'instant T, là, c'est-à-dire là, il vient de pleuvoir, on a du beau temps comme par hasard, donc qui s'annonce pour demain, les nuages sont en train de partir, mais pendant cette fenêtre cruciale, très à risque, là, on est dans un sol extrêmement humide, il a plu toute la journée, je vous l'ai montré aux images de tout à l'heure, on a vraiment une pression ravageur importante, là, c'est vraiment le moment, finalement, de tous les dangers. Et en plus, comme il a plu, alors on n'est pas à l'abri d'une gelée blanche. Alors si on a le combo limace plus gelée blanche, votre jardin, vous lui dites adieu. Donc, veillez bien sur vos plantes avec une analyse de vos limaces. Je conclus cette vidéo sur cette plante. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Moi, je sais c'est quoi, mais devinez quelle est cette plante, comment elle s'appelle, son nom, son utilité, et pourquoi je l'ai mis finalement dans ce que j'appelle ma haie bocagère, qui est tout le long ici du jardin potager, et qui est censé délimiter le terrain ici à ma gauche avec le terrain à ma droite. Donc dites-moi ce que c'est que cette plante, voilà. Alors c'est bel et bien des épines qu'il y a dessus, hein. Je vous montre le feuillage de plus près. Voilà. À vous de jouer. Et moi je vous dis à bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.